Comme chaque semaine, je vous emmène découvrir les artisans qui font battre le cœur de l'Hexagone et les lieux qui font son prestige. Aujourd'hui, dans Version française, Au rapport, avec une découverte placée sous le signe de la Défense, direction le musée de l'Armée. Alexia Leleu fait revivre son histoire familiale qui habille les intérieurs de ses meubles, tapis et objets. Balenciaga casse les codes avec des performances mettant en scène une mode méta décomplexée. Voyage dans le temps avec les Vertus Gadin, un atelier de création de costumes aux 1001 savoir-faire. Et avant de retrouver notre invitée Alexia Leleu, tout de suite le point de vue. Le 22 août 2004, c'est la panique au musée Munch d'Oslo. 2 toiles du peintre éponyme ont disparu. Il s'agit du Christ et de la Madone dérobés en pleine journée sous les yeux ébahis des visiteurs. 2 individus armés et cagoulés ont pénétré les lieux, s'emparant des chefs-d'œuvre avant de disparaître avec leur 3e complice qui les attendait à la sortie. Malgré une récompense proposée par la police, plus aucune nouvelle. C'est en 2006 que les toiles sont retrouvées. Un soulagement pour le monde de l'art. Avec la petite bibliothèque du fait maison de Larousse, plus d'excuses pour ne pas le faire vous-même. On retrouve ici 8 ouvrages thématiques pour devenir un pro du DIY et des produits sains et écolos. De la santé aux cosmétiques, en passant par les produits ménagers, bocaux et autres conserves, sans négliger le jardin ou encore les plantes qui soignent, on y retrouve plein de pas à pas ludiques et originaux. Le tout dans une structure en carton avec un petit tiroir, un véritable objet qui donne envie de se lancer. Le fauteuil orange slice de Pierre Paulin donne à tout le monde des envies de farniente, de citronnade et de soleil. S'il doit son nom à sa forme, ses couleurs originelles, l'orange, le jaune et le rouge, n'y sont pas pour rien. Conçu en 1960, il est composé de 2 coques identiques en contreplaqué moulé, couverts de mousse et de tissu. Plus récemment, c'est le fabricant Artifort qui lui redonna un coup de jeune en le proposant en plus de 40 couleurs et tissus. De quoi y passer de doux moments de design. Tout le monde marche au pas pour une visite confidentielle d'un musée martial, le musée de l'Armée. Ce qui est fascinant avec les collections du musée de l'Armée, c'est qu'on a véritablement une diversité d'objets, d'engins, etc. Et on est en plus dans un écrin particulier qui est l'Hôtel des Invalides. Et à la fois les collections et le bâtiment nous permettent d'aborder l'histoire de France, bien évidemment, mais pas seulement. On peut aller bien au-delà dans des cultures lointaines ou moins lointaines, européennes ou bien dans les îles, etc. Donc c'est ce qui est assez passionnant dans ces collections et on découvre toujours quelque chose de nouveau, même si on y travaille depuis longtemps. Construit par le roi Louis XIV au XVIIe siècle, l'Hôtel des Invalides est encore aujourd'hui un lieu de convalescence pour les soldats et vétérans, mais aussi un lieu de mémoire qui retrace des siècles d'histoire du combat. À commencer par ces superbes armes et armures de la Renaissance, véritable gravure de mode à cette époque. Il faut être à la mode de son époque, bien évidemment, et en même temps, ces objets, ils donnent à voir un message de puissance, un message de beauté, d'esthétique, etc. Et donc, chacun de ces objets, armes, armures, etc., vont être ornés de créatures fantastiques, d'éléments qui vont évoquer le passé et en même temps qui vont protéger symboliquement. Et si déesses et animaux mythologiques étaient bien souvent convoqués, certains chevaliers faisaient des choix de style plus originaux. On pouvait avoir de l'humour, bien évidemment, comme à toutes les époques. Et donc, vous avez des fausses moustaches, un anneau dans le nez, des choses comme ceci, qui à la fois sont bien sûr destinées à faire peur, à effrayer, et en même temps à expérimenter les talents des artisans de cette période. Ces harnachements lourds de plusieurs kilos laisseront place par la suite à l'uniforme de guerre aux couleurs voyantes et reconnaissables pour ne pas se tromper de cible. 1914, les soldats français, comme sur cette peinture, portent un pantalon rouge, une veste bleu foncé, un képi rouge, des couleurs extrêmement voyantes. Et en fait, l'uniforme, depuis son origine, autour de l'époque de Louis XIV, on va dire systématique dans une armée, il faut qu'il soit voyant, quelles que soient les nationalités, parce que lorsque vous tirez avec une arme à feu, la poudre qui explose produit énormément de fumée. Donc votre champ de bataille est noyé sous un nuage de fumée.
D'où l'importance d'avoir ces couleurs voyantes pour pouvoir repérer qui est avec qui est contre qui fait quoi. Mais dans la dernière partie du 19e siècle, donc l'époque de ce tableau, il y a un chimiste français qui s'appelle Paul Vieille qui a inventé la poudre sans fumée. Donc ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, toutes les nations, au moins occidentales, vont commencer à chercher à rendre invisibles les hommes et les matériels. C'est l'avènement du camouflage et de son emblème, le caméléon, un art de la dissimulation qui s'étend lors de la Seconde Guerre mondiale avec un autre registre, l'art du sabotage, avec toutes sortes d'objets détournés et d'explosifs insoupçonnés. On a cette créature un petit peu étonnante, c'est un rat, un vrai rat de cette période. En fait, il s'agissait à l'époque de le bourrer d'explosifs sans le déformer et de le laisser à proximité d'une zone adverse qui utilisait le feu. Donc c'était un principe de l'époque pour éviter certaines maladies. Un rat mort ou un animal mort, on le prend par la queue, on le met au feu. Donc ça neutralise la zone. Vous avez des stylos explosifs, des allumettes explosives. Vous voyez que c'est digne de James Bond, mais celui qui a créé James Bond, c'est Ian Fleming. Il fait partie des services secrets britanniques pendant cette Seconde Guerre mondiale, donc il va s'inspirer de choses qui existent et puis il va en inventer d'autres pour sa fiction. Vaste panorama des nombreuses guerres qui ont secoué l'humanité d'un bout à l'autre de la planète, le musée de l'armée est un lieu de témoignage, mais aussi un mémorial à part entière, où les dépouilles des grands chefs de guerre de l'histoire de France sont conservées dans l'ancienne basilique royale. Ce lieu perd sa mission d'église royale avec la Révolution française. Et Napoléon Bonaparte, qui n'est pas encore empereur des Français, qui aime bien cet endroit, puisque c'est un endroit vide, il va lui donner une nouvelle fonction. Il va transformer ce lieu en mémorial, où célébrer de grands hommes. Et le premier tombeau qu'il fait ramener, c'est celui qui est juste là, c'est celui qui contient le corps du maréchal de Turenne, un chef de guerre de l'époque de Louis XIV. Napoléon est depuis lui-même enterré dans ce magistral tombeau sous le dôme de la basilique et non loin des drapeaux que la France a autrefois pris à l'ennemi. Si l'histoire de la maison Leleu a commencé il y a bien longtemps, c'est Alexia qui reprend le flambeau et continue d'écrire une histoire archi-design. Ce que j'adore dans le style Leleu, c'est que c'est un répertoire super riche. Il y a vraiment de multiples influences, donc un retour à la rigueur classique bien sûr, mais également donc, des influences d'autres pays, d'autres cultures. Depuis 2018, Alexia Leleu s'est lancée dans un projet un peu fou, celui de relancer la maison d'art décoratif fondée par son arrière-grand-père Jules Leleu en 1910. Un joyau familial, synonyme de raffinement dans la création de mobilier d'intérieur, à l'époque art déco, que ses propres enfants, Jean, André et Paul, développèrent jusqu'en 1973. C'est donc 50 ans après la fermeture de la maison Leleu qu'Alexia entend faire revivre cet héritage. Quand j'ai commencé à remonter la maison, j'avais l'impression d'être la main qui tenait la plume et qui permettait de continuer à traduire les créations de mes ancêtres. Des créations d'excellence qui couvrent l'ensemble du mobilier décoratif et notamment l'art du tapis dont Alexia conserve précieusement les archives familiales. Pour moi, Paul était une coloriste absolument incroyable, parce que c'est à Paul qu'on doit tous les dessins de textiles. Et j'adore me replonger pour voir quelle association un peu saugrenue, quelquefois, elle faisait, mais qui marche. Du noir, du kaki et du rose. On ne comprend pas vraiment le rose, mais c'est ce qui apporte finalement là, à ce dessin toute sa singularité. La designer perpétue donc l'identité de la maison à travers ses mariages singuliers de couleurs, mais aussi en reprenant les mêmes techniques de tissage. Quelque chose qui était très important pour moi, c'était de conserver le nœud Leleu, qui est un nœud très spécifique, qui est un nœud perçant. C'est un nœud qui est asymétrique et c'est ce qui va vraiment faire que le tapis en fait, va vibrer au sol, va avoir une âme, parce que les lignes ne sont pas du tout droites, parce que en fait, chaque tapis, sachant que c'est noué à la main, est une pièce vraiment unique. Des pièces uniques que l'on peut admirer dans les suites et les couloirs de la Samaritaine où Alexia Leleu a créé sous la direction de l'architecte new-yorkais Peter Marino plus de 1000 mètres carrés de tapis. C'est notamment pour le restaurant Plénitude d'Arnaud Donkele qu'Alexia vient aujourd'hui vérifier la pose et la mise en décor aux côtés de l'intéressé. Est-ce que vous pouvez le tourner, c'est-à-dire emmener cet angle-là dans l'angle là-bas? Il faut le tourner comme ça.
Il va ramener de la chaleur, ça va être incroyable. Et puis il rappelle bien les rideaux, etc. Donc, il y a un joli rappel. Ouais. On a fait un travail donc, avec Arnaud, donc, de travail à la craie, voilà, pour vraiment dessiner le patron du futur tapis, pour que l'ensemble des chaises, des pieds de chaises, des tables soient inclus sur le tapis. Et Arnaud souhaitait vraiment lui donner, apporter ta pierre à l'édifice en fait. Une irrégularité dans la forme qui va englober, on va voir quand ils vont positionner les tables, quelque chose d'irrégulier, des arrondis pour de la douceur, malgré le noir qui rebondit et les texturés du tapis. Avec ce magnifique travail, c'est une œuvre d'art. Tapis d'exception, mais aussi luminaires, consoles ou encore assises, Alexia a repris l'ensemble des savoir-faire de la maison qu'elle développe aux côtés de Franck, main traductrice de ses inspirations foisonnantes. Donc je résume, hein, on passe sur une console 8 pieds du coup. Ouais. Entre toises perpendiculaires. Ouais, entre toises en X comme ça. Yes. Quand elle revient de voyage, quand elle va voir des clients à l'étranger, à New York, etc., elle va arriver avec énormément d'inspiration de là d'où elle vient. Et moi, je trouve ça très riche parce que du coup... on confronte nos idées. Moi, je suis une éponge et puis elle me donne tout ce qu'elle ramasse partout, tout ce qu'elle voit. Moi, j'adore. Sur tout ce qui est mobilier, etc., j'attache une attention très particulière au toucher, à ce que va me faire ressentir une matière. Pour les luminaires, par exemple, également à l'atmosphère que ça renvoie. J'aime beaucoup en ce moment une pierre qui s'appelle l'onyx, qui, clairement, devant une source de lumière, est une invitation au voyage. Onyx, feuille d'or ou encore verre soufflé de Murano, Alexia aime le mélange des matières nobles dans la lignée de ses ancêtres, auquel elle ajoute sa propre touche. Un mélange de genres qui séduit ses collaborateurs, comme l'architecte Oscar Ono. Ce que j'aime, c'est qu'on a ces codes un peu art déco avec des très belles matières, des matières précieuses, des laques, des bois vernis, et remis au goût du jour. Au-delà de ça, c'est étendu vers des créations un peu plus contemporaines. Et donc, c'est le parfait mélange pour moi. Une belle reconnaissance qui ne peut qu'encourager la jeune designeuse à continuer d'écrire cette histoire. Bonjour Alexia. Bonjour Katharina. Petite, vous avez baigné dans des histoires de paquebots, de présidents, de palais princiers. Ça a dû être féerique. Racontez-nous un peu cette ambiance. Alors c'est vrai que nous avons grandi avec mes frères et sœurs dans les histoires de notre famille. Bien que la maison Leleu était fermée depuis plus de 10 ans à ma naissance et que je n'ai malheureusement pas pu connaître les personnes de ma famille qui ont fait partie de cette aventure. Après, c'est vrai que nos dîners étaient toujours ponctués d'anecdotes, d'histoires des grands chantiers, comme le palais de l'Élysée, etc. etc. Ouais. Vous vous êtes tournée malgré tout ça, pendant presque 10 ans, vers l'industrie pharmaceutique. Qu'est-ce que vous retenez de ces années-là? Parce qu'il n'y a jamais rien de perdu dans la vie. Je retiens que du positif, c'est-à-dire que cette expérience, elle fait vraiment partie de moi. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis Alexia Leleu. J'ai également eu la chance de rencontrer dans l'industrie pharma des leaders super inspirants. Et je pense que ça m'a donné une vraie force morale et c'est ce qui m'a permis aussi de me lancer. J'imagine aussi pendant toutes ces années, malgré un job passionnant et des responsabilités, vous avez dû vous poser la question pourquoi, soudainement, en 1973, l'activité s'est arrêtée. Et c'est là que vous avez joué les détectives privés et vous avez retrouvé une certaine Françoise Siriex. Racontez-nous l'histoire. Alors, donc effectivement, la maison Leleu avait fermé suite au grand chantier commandité par le Shah d'Iran, donc pour célébrer les grandes fêtes de Persépolis. Et donc, suite aux impayés du Shah d'Iran, la maison Leleu avait dû fermer ses portes. Quand j'ai appris du coup toute l'histoire du Shah d'Iran, ma démarche a été vraiment d'aller retrouver des collaborateurs de l'époque. Je voulais en savoir plus. Et j'ai retrouvé donc cette femme incroyable, Françoise Siriex, qui avait à l'époque presque 90 ans, et c'était la mémoire de Leleu. Elle m'a dévoilé avoir sauvé toutes les archives et les avoir conservées
pendant plus de 50 ans. Incroyable. Et elle voulait me les redonner. C'était un véritable trésor. C'est-à-dire qu'il y avait des gouaches, des plans, des contacts par lettres entre mon grand-père et le mari de Marilyn Monroe. Enfin, c'était incroyable. Et finalement, voilà, à mes heures perdues à l'époque, je suis tombée à un moment sur une lettre, puis 2 lettres, qui avaient été rédigées par les enfants de mon arrière-grand-père, qui demandaient à Françoise si c'était possible d'un jour redonner ses droits à quelqu'un de la Maison Leleu. Et là, pour moi, voilà, le signal, il était clair. Mon destin me demandait de quitter la science pour l'art. Je devais vraiment poursuivre cette histoire familiale et faire revivre ce patrimoine exceptionnel. Alors justement, vous avez décidé de conserver un savoir-faire très haut de gamme. Pour les tapis, ma démarche a été de m'entourer déjà d'experts en art, de la Galerie Marcillac par exemple, de personnes chez Art Curial, chez Christie's, pour vraiment expertiser la qualité Leleu. Donc quel était le type de nœud, le nombre de brins de laine par nœud, etc., pour vraiment reproduire cette qualité. Pour le mobilier et les luminaires, là je me suis tournée vers 2 pays, la France et l'Italie, dont le savoir-faire est clairement internationalement reconnu. Alors vous avez créé notamment une ligne de tapis inspirée des vitraux de Notre-Dame. Tout à fait. C'était une de vos premières créations. Oui, effectivement. C'est vrai que j'ai eu un besoin de création. Aussi peut-être pour vous affirmer. J'avais besoin aussi d'apporter mon ADN, d'apporter le regard de ma génération. Mais on a également donc là notre première collection complète signée Alexia Leleu qui va sortir en partenariat avec Invisible Collection. Et pour cette collection, j'ai vraiment souhaité, bien sûr, partir de l'art déco et de mon patrimoine, mais également apporter ce nouveau regard, apporter ma patte, ma pierre à l'édifice. Et donc, on fait quand même un grand écart par rapport à l'art déco. Ouais. Merci beaucoup, Alexia. Merci à vous. On dit souvent que la mode est un monde à part et c'est Balenciaga qui nous le prouve aujourd'hui en revisitant le concept même de défilé. À l'heure où la mode questionne son rapport au réel et son rôle dans un monde où l'image est au centre de tout, Balenciaga a une longueur d'avance. En embrassant la critique sociale, la réalité virtuelle et les nouvelles technologies, la marque s'est réinventée comme aucune autre. Chacune de ses apparitions offre une réflexion sur l'époque, comme lorsqu'elle met en scène sa collection Hiver 2021 dans un jeu vidéo et qu'elle érige les sacs Ikea et les Crocs au rang de pièces fétiches. Ou qu'elle habille Kim Kardashian de noir au Met Gala, effaçant sa silhouette de l'un des événements les plus médiatisés au monde. Pour sa collection été 2022, son directeur artistique Demna imagine un véritable tour de force qui commence dès l'arrivée des invités devant le théâtre du Châtelet. Comme souvent sur les défilés, les célébrités présentes portent des vêtements prêtés par la marque et posent devant l'entrée avant que la présentation ne commence. Mais quand les invités prennent place dans la salle après leur passage devant les photographes, ils n'assistent pas à un défilé traditionnel. Sur l'écran du théâtre du Châtelet, ce sont les images du tapis rouge qui sont diffusées en direct. Les mannequins se mêlent aux stars qui font en fait elles-mêmes partie du spectacle. Une véritable performance qui questionne notre rapport à la célébrité et à l'image. Le tapis rouge s'impose comme une allégorie de la réalité où nous sommes tous en représentation constante et où l'on se scrute en permanence à travers les écrans. Demna brouille ainsi les frontières entre réel et mise en scène et va encore plus loin dans la deuxième partie de sa présentation. À la place de la collection, c'est un épisode des Simpsons qui est projeté devant les spectateurs. Les personnages portent les vêtements de la marque et s'envolent vers Paris pour défiler sur son podium, mêlé au gratin de la mode.
Le créateur questionne ainsi la dimension élitiste d'un milieu connu pour se montrer inaccessible. En ancrant ses créations dans l'univers familier d'un des dessins animés les plus populaires au monde, il ne s'adresse plus qu'au petit microcosme de la mode, mais utilise la pop culture pour ouvrir ses frontières. Demna poursuit ainsi son exploration du discours méta. Un monde dans un monde dans un monde où la mode flirte avec la fiction et où chacun devient un avatar de lui-même. Un univers certes parallèle, mais qui ne semble plus si éloigné du réel. Les Vertugadins n'ont pas inventé la machine à remonter le temps, mais presque, ils conçoivent des costumes de scène qui font voyager. On ne voit pas ce qui se passe derrière pour réaliser un costume. L'arrière d'une porte d'un atelier, il se passe des étapes assez incroyables. Jessica McEvoy est créatrice de costumes. Depuis 7 ans, elle opère dans les ateliers des Vertugadins, un collectif installé à Ivry-sur-Seine, au sud de Paris. L'équipe réalise des silhouettes pour le théâtre, le cinéma, l'événementiel ou pour des particuliers. Pour réaliser un costume, ça dépend vraiment le design, mais ça peut prendre une semaine de travail jusqu'à 1, 2, 3 mois de travail. Et ça peut aussi être 3 mois de travail à 4-5 personnes sur la même pièce, sur la même silhouette. Les 13 artisans réunis aux Vertugadins mobilisent de multiples techniques et aiment traverser les époques pour donner vie à différents univers. Voici quelques-unes des nombreuses étapes qui leur permettent de réaliser des costumes. On passe par la partie recherche matière croquis. Aussi une phase qu'on appelle moonboard, des petites recherches d'inspiration. Jessica a par exemple conçu de A à Z les costumes de la pièce Une vie jouée au théâtre de l'Essaillon à Paris. Donc là, j'ai donc toutes les recherches qu'on a réalisées pour la pièce de Une vie de Maupassant. Donc les croquis, les moonboards et aussi les recherches et les échantillons de tissus de teinture, les essais techniques de couleurs et tous les échantillons de tissus qu'on a présentés à Véronique et Victor. Les deux comédiens ont particulièrement apprécié l'effet marbré proposé pour les toges. L'étoffe était initialement unie, mais les couturières ont dessiné les marbrures à la main. À la main, au pinceau. Au pinceau, oui. C'est très léger, hein, mais c'est vrai, sur scène, ça crée des effets de lumière qui sont assez intéressants. Car dès cette phase de conception, les silhouettes sont pensées en harmonie avec les éléments du décor et l'éclairage. Après qu'on est passé par cette étape-là, on passe par donc, la prise de mesure avec les comédiens. On réalise le patronage. Grâce au patronage, on peut créer donc une toile qui n'est pas dans les tissus définitifs, hein. C'est dans du tissu blanc, souvent, pour pouvoir contrôler les lignes, les volumes sur les comédiens. Et l'étape finale, c'est donc la réalisation du costume dans les tissus définitifs, avec donc toutes les finitions, les éléments de patine s'il y en a. C'est alors l'art du détail et des gestes minutieux qui s'expriment. Comme pour le plissé de cette chemise, imaginée pour donner du relief au personnage de Julien dans la pièce Une vie. Donc là, on avait travaillé la gaze qu'on a rendue en 3 teintes différentes. C'est vraiment une geste assez longue. On est venu tendre notre gaze et on est venu plisser et épingler toutes les petites plis. Et la chemise n'est qu'un seul des différents éléments de costume de la pièce. Sur ce projet, on a travaillé en tout 2 semaines de fabrication. À 2 costumières. Il faut savoir qu'il n'y a pas que le costume, la partie tissu qui prend en compte, il faut penser aussi aux accessoires. En effet, l'équipe ne se contente pas de travailler les textiles. Ils réalisent également des objets, confectionnent des corsets et manipulent le cuir.
Chaque écaille de cette épaulière a par exemple été découpée et teinte avant d'être cousue. Moi, j'ai appris à travailler le cuir au sein des Vertus Gadin. On se forme et on se formera toujours parce que c'est un métier, un projet ne ressemble pas à un autre et c'est ça qui est juste sublime. Chaque projet est différent et chaque projet nous apporte des solutions et des techniques complètement différentes parce qu'on est dans la recherche sans arrêt. Une recherche qui alimente l'imagination des costumiers et qui nous permet de continuer à voyager dans le temps. Version française est déjà terminée, mais on se retrouve très vite pour toujours plus de découvertes. Bye!